Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avenir du pétrole et du gaz. Ce que dit l'Agence nationale de l'énergie, c'est que la consommation de pétrole, elle a progressé de 60% depuis 30 ans, c'est-à-dire un peu moins de 2% par an. Mais ce qui est très intéressant à noter, si vous voulez, c'est qu'il y a encore un fort potentiel de croissance. Parce que si on prend la consommation par habitant, comme vous le voyez, aux États-Unis, elle est presque 2 fois ce qu'elle est en France, elle est presque 3 fois ce qu'elle est en Chine, et elle est presque 10 fois ce qu'elle est dans des pays émergents comme l'Inde ou le Kenya. Et d'ailleurs, c'est validé parce que si on regarde par l'AIE, parce que si on regarde ce que dit l'AIE sur la consommation d'énergie en Europe depuis 30 ans, vous voyez qu'elle est en légère baisse, alors qu'en Afrique, elle progresse de 122%. Et en Asie de 185%. Ah oui, c'est intéressant, elle a progressé plus depuis 30 ans en Asie qu'en Afrique, parce qu'à la croissance démographique s'est ajoutée l'industrialisation. Si on regarde cette consommation d'énergie aujourd'hui dans le monde, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que les sources d'énergie primaires, c'est surtout le pétrole, le gaz et le charbon, qui ensemble font 82% de l'énergie. Et donc ça explique, si vous voulez, que l'émission de CO2, le gaz à effet de serre, ait été presque aussi importante depuis 30 ans que la progression de la consommation d'énergie. Et surtout concentrée dans certains pays, comme la Chine et les États-Unis. Mais vous voyez également que des pays comme le Brésil sont déjà assez importants, alors qu'ils ont encore un fort potentiel de développement. Et donc ça promet beaucoup d'émissions de CO2 si on ne change rien pour les prochaines décennies. Alors si on regarde maintenant par combustible dans le monde, on s'aperçoit, si vous voulez, que c'est surtout le pétrole et le charbon qui sont émetteurs de CO2 aujourd'hui, et que finalement si on arrivait à ne plus produire d'énergie à partir du pétrole et du charbon, on aurait quasiment complètement résolu l'équation climatique. Alors donc, quels sont les secteurs qui consomment le plus d'énergie et donc de pétrole et de charbon et de gaz? C'est l'industrie, le transport et le résidentiel, essentiellement. Et si on regarde la progression, vous voyez, c'est surtout le transport qui a progressé depuis 10 ans, plus 25% par an. L'industrie plus 18%, le résidentiel uniquement plus 8,5%. Vous voyez, c'est d'abord le transport, donc c'est d'abord le transport qu'on va regarder. Et si on regarde les différentes sources d'énergie de ces différents secteurs, vous voyez que l'industrie et le transport, c'est beaucoup du pétrole et du gaz. Alors, dans le transport, donc dans la voiture, mais également le camion, si on regarde l'efficacité énergétique, c'est vraiment le véhicule électrique qui est efficace, à plus 73% d'efficacité. Donc, si on veut résoudre le problème d'émissions de CO2, on est obligé d'en passer par le véhicule en chargement électrique direct. Le problème, c'est que c'est pas si simple. Parce que si on prend le parc automobile, il est assez âgé. Si on prend le parc automobile américain, il a 12 ans d'âge. Le parc automobile européen, il a 11 ans d'âge. Alors moi, j'ai pas trouvé des statistiques sur la Chine, mais en Chine, il y a 300 millions de véhicules. On en vend un peu plus de 20 millions par an. Donc si vous voulez, on peut estimer dans une règle de 3 que le parc automobile chinois, il a également plus de 10 ans d'âge. Quant au parc automobile du monde émergent, bon là aussi j'ai pas trouvé de statistiques, mais si je prends l'Afrique, l'Afrique c'est 20% de la population mondiale, c'est 2% du parc automobile mondial, donc ça veut dire qu'il y a une énorme croissance à venir. Et si je regarde la croissance aujourd'hui, quand le parc progresse, 80% de la progression est fait avec des véhicules d'occasion de plus de 10 ans venant d'Europe. Enfin essentiellement d'Europe, d'Asie également, mais surtout des véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Donc ça veut dire que le parc automobile, il a probablement 15, 20, 25 ans d'âge. Il est très très âgé. Bon, et c'est là qu'est la croissance. Donc si vous voulez, pour avoir un impact sur le parc automobile, il faut beaucoup d'années, même dans les pays émergés. Et si je prends parallèlement à ça, non plus le marché, mais les constructeurs, si je prends Toyota c'est intéressant parce que si vous voulez, c'est eux qui ont été très en avance sur le véhicule hybride et électrique, enfin surtout hybride. Et si je prends leurs objectifs à 2025, l'objectif c'est ils disent, nous, en 2025, on produit plus que 10% de moteurs thermiques
et 90% de véhicules essentiellement électriques, au sein desquels 10% totalement électriques, 10% hybrides rechargeables, 70% hybrides. Qu'est-ce que ça a comme impact si on estime qu'à partir de 2025, tous les constructeurs se mettent au diapason de Toyota? Ce ne sera pas le cas, mais soyons optimistes, et vendent 90% de moteurs de voitures essentiellement électriques, dont largement des hybrides. Bon. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la consommation moyenne d'un véhicule hybride, elle est pas nulle, hein, c'est même 4 fois moins qu'un véhicule à essence thermique, mais c'est tout de même, c'est pas rien, 4 fois moins. Donc si on estime qu'on arriverait à ce que 80% du parc automobile soit électrique dans le monde émergé à horizon 2030-2035, hein, puisque le parc a à peu près 11-12 ans d'âge. Et que c'est à partir de 2025, si on prend Toyota, qu'il y aura vraiment des ventes essentiellement hybrides électriques. Et si on dit que pour le monde émergent, sera un peu en retard, et que c'est en 2040-45 on sera 80% du parc électrique, ça veut dire qu'en 2040, hein, à peu près à mi-chemin, on sera à 50% du parc automobile mondial qui sera en électrique, essentiellement largement hybride, donc il consommera tout de même un peu, mais 4 fois moins. Bon. Mais entre-temps, le parc automobile lui-même, il aura progressé, parce que la progression est surtout dans le monde émergent, et il fera 1,5 fois ou 2 fois le parc automobile d'aujourd'hui. Donc voilà, si on fait l'addition de tout ça, vous voyez, on consommera moins de pétrole, mais pas significativement moins. Vous voyez très bien dans ce graphique qu'on a tiré des slides des présentations investisseurs de Total que les véhicules électriques ils commencent à impacter le parc automobile mondial essentiellement à partir de 2040. Et donc effectivement, si on prend les prévisions momentum de Total, pour ce qui est du transport, vous voyez, 2050, dans le scénario le plus probable, on consommera encore à peu près 80% du pétrole que l'on produit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y aura une hausse du trafic, mais qui sera compensée par une augmentation de l'efficacité, l'électrification, etc. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir un scénario de rupture, on va beaucoup plus loin, nous on y croit assez chez Zibou, mais voilà, le temps de le mettre en place, il faudra probablement au moins 2 décennies pour que ce soit vraiment significatif. Alors voilà, le transport c'est un problème, et c'est pas le seul problème, parce qu'à côté du transport, on en identifie un autre très fort, c'est l'électricité. Et vous voyez là dans nos slides qu'on a tiré des présentations d'Exxon, Exxon considère que la production d'électricité, c'est le principal émetteur de CO2 dans le monde. Bon, alors pourquoi? Peut-être parce que dans les pays difficiles sur le plan climatique comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, on a besoin de beaucoup d'électricité parce qu'il faut climatiser les logements. Peut-être parce que dans des pays comme la Chine ou l'Allemagne, il y a beaucoup d'industries, donc il faut beaucoup d'électricité. Mais vous voyez, les pays où les conditions climatiques sont difficiles, où il y a beaucoup d'industries, sont des pays où par habitant, on consomme plus d'électricité que dans le reste du monde. Et c'est un problème, si vous voulez, parce que la croissance, elle va être dans les pays émergents. Et les pays émergents sont des pays qui s'industrialisent, et c'est des pays chauds, donc dans lesquels on a des conditions climatiques difficiles. Et si on regarde déjà sur les 30 dernières années, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que la consommation d'électricité, elle a cru de 130% depuis 1990, c'est-à-dire, souvenez-vous, c'est 2 fois plus que la consommation d'énergie globale dans le monde. Et ça va pas s'améliorer parce qu'à côté de ce qu'on vient de vous dire sur les pays émergents, il y a toute la numérisation de l'économie et il y a tous les véhicules électriques. Il va falloir avoir besoin de plus en plus d'électricité. Et si on regarde ce que dit Total dit aujourd'hui, en 2020, la consommation d'énergie, c'est 20% d'électricité, mais en 2050, on sera entre 30 et 40%, et chez Hibou, on pense que ça, c'est le bon raisonnement. Et pourquoi c'est un problème? Parce que si on analyse la consommation d'énergie dans le monde depuis 2000, c'est sur les 20 dernières années, on voit, et c'est une surprise, la consommation de pétrole plus 1,4% par an, la consommation de gaz plus 2% par an, la consommation de charbon, le charbon c'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui émet le plus de CO2, plus 2,9% par an. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a entouré en vert, la consommation d'électricité, c'est plus 3% par an, autant que la croissance du PNB mondial. Quand on fait du PNB, on fait de l'électricité, et quand on fait de l'électricité, on a besoin de charbon.
Voilà, c'est ça le problème, parce que si on regarde la production d'électricité aujourd'hui dans le monde, par source, eh bien vous voyez, c'est essentiellement du charbon numéro 1, et ensuite essentiellement du gaz. Voilà. Et ça, c'est un problème, si vous voulez, parce que le charbon, ça pollue énormément. Alors bien entendu, tout le monde veut changer. Tout le monde veut quitter le charbon, les Chinois les premiers, pour passer à des productions qui sont moins émettrices de CO2. Mais bon, le nucléaire, on va le faire, mais ça met du temps de construire des centrales. Et puis, il y a beaucoup d'opposition dans le monde émergé. Et donc, dans un premier temps, ce sera surtout du gaz, même si dans un deuxième temps, progressivement, les éoliennes, le solaire surtout, vont rentrer en ligne de jeu. Mais ça va mettre du temps. Donc on peut dire, de la même manière qu'on a dit sur le transport, jusqu'en 2040, attendez-vous à ce qu'on consomme beaucoup de pétrole, on peut dire rationnellement, pour la production d'électricité, vous pouvez vous attendre à ce qu'on consomme moins de charbon, mais beaucoup de gaz encore jusqu'à 2040. Et si on regarde le scénario total, vous voyez, le scénario Momentum en 2050, pour la production d'électricité, on consomme beaucoup plus de gaz qu'aujourd'hui. Et c'est uniquement dans le scénario rupture où en 2050, on en produit autant qu'aujourd'hui, mais même dans le scénario rupture, on en produit autant qu'aujourd'hui. Hein. La grande diminution, c'est surtout le charbon. Alors chez Hibou, on pense qu'on va vers le scénario de rupture, ce sera nécessaire, mais que là encore, c'est comme pour l'automobile, ça va venir, mais surtout après 2040, parce que ça va mettre du temps à se mettre en place. Et jusqu'en 2040, il faut s'attendre à une forte hausse de la consommation de gaz, parallèlement à, pour le transport, un maintien de la production d'électricité, de pétrole à un niveau assez élevé. Et donc, au global, si on prend la consommation d'énergie dans le monde, si on prend le scénario Momentum, on produit quasiment autant de pétrole en 2050 qu'aujourd'hui et plus de gaz qu'aujourd'hui. Et si on prend le scénario rupture, on produit moins de pétrole, mais on continue à en produire et on produit encore un petit peu plus de gaz qu'aujourd'hui en 2050. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est on va encore consommer beaucoup de pétrole et de gaz au moins jusqu'en 2040 et probablement jusqu'en 2050. Et si on prend la consommation d'énergie par zone géographique, vous voyez que c'est surtout l'OCDE et la Chine aujourd'hui qui consomment, très peu les pays émergents. Et donc cette croissance de la consommation, elle viendra surtout des pays émergents. Alors, si on regarde maintenant, donc on sait que voilà, la production d'énergie, c'est 80% du pétrole, du gaz et du charbon, et que ça va rester surtout du pétrole et du gaz et encore un peu du charbon dans les prochaines décennies. Et si on regarde d'où ça vient, eh bien vous voyez, on vous l'a entouré en orange, c'est surtout les États-Unis et la Russie qui produisent l'essentiel du pétrole et du gaz, et c'est la Chine qui produit l'essentiel du charbon. Voilà. Alors, vous voyez, on voit tout de suite le problème chinois. Le problème chinois, c'est qu'ils veulent produire moins de charbon parce qu'ils veulent moins polluer. Donc, pour produire moins de charbon, il faut surtout avoir plus recours au gaz parce que le charbon, ça sert surtout à faire de l'électricité. Et donc, ils n'ont pas de gaz. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est la Russie parce que c'est la Russie qui leur fournit du gaz. Donc, vous avez tout de suite là l'axe russe-Chine qui se dessine dans votre tête et vous pourrez peut-être en trouver des conclusions pour vos investissements. Si on regarde les gisements de pétrole, non plus la production, mais où sont les réserves, pourquoi est-ce qu'il faut regarder ça? Parce que, si vous voulez, 80% des gisements de pétrole, aujourd'hui, conventionnels, sont en période de déclin. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de déplétion des puits, c'est-à-dire de réduction de la capacité de production des puits, qui est en moyenne de 3 à 9% par an pour 80% des puits. Bon, donc il faut pas regarder tellement, si on veut raisonner à moyen long terme, la production de pétrole d'aujourd'hui. Il faut regarder où est-ce qu'on pourra la produire demain. Et ce qui est très frappant quand on regarde les gisements de pétrole, et on vous l'a mis ici, c'est que si vous prenez pétrole et gaz, sur les deux intrants qui nous intéressent, eh bien les réserves pour le pétrole, elles sont surtout au Moyen-Orient, 49%. C'est colossal, 49%. Et le gaz, elles sont au Moyen-Orient pour 34% et en Eurasie, bon, essentiellement Russie, Kazakhstan, etc., pour 35%. Voilà, donc c'est tout de même très localisé. Et je dirais que, pour faire simple, surtout généralement pour bien s'orienter dans l'investissement, il faut essayer de partir d'idées justes mais simples. Eh bien, c'est surtout au Moyen-Orient que sont les réserves de pétrole et de gaz. C'est-à-dire, le Moyen-Orient, c'est surtout l'OPEP. Si on prend l'OPEP aujourd'hui, c'est 30 millions de barils jour, c'est-à-dire 30% de la production de pétrole, avec 13 membres, on vous les a marqués ici. Et puis,
si on prend l'OPEP+, c'est-à-dire si on ajoute l'Eurasie, c'est 44 millions de barils jour, avec surtout si on ajoute le Mexique et la Russie et le Kazakhstan. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que ce qui est intéressant, et c'est surtout le Moyen-Orient, c'est qu'il y a un potentiel d'accroissement très important de la production dans ces pays. Pourquoi? D'abord, il y a un potentiel politique. Si on prend le pétrole iranien, mais c'est vrai également du pétrole libyen et du pétrole irakien. Vous voyez, le pétrole iranien, on a une production qui est inférieure à 1 million de barils jour, et le pays peut largement produire 3 ou 4 millions de barils jour sans aucun problème. Hein. Donc, si vous voulez, on a rien qu'en Iran, on peut augmenter la production de 3 millions de barils jour, c'est-à-dire 10% de ce que fait tout l'OPEP. Mais il y a également, et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé chez Hibou, une stratégie très intelligente qui a été développée par Abu Dhabi. Abu Dhabi, si vous voulez, c'est un État, les Émirats Arabes Unis de manière générale, sont des États qui ont été très très volontaires, très visionnaires. On voit très bien, par exemple, une ville comme Dubaï, cette espèce de New York qui est surgie dans le désert uniquement à partir de la vision de gens sur place. Hein. Donc c'est des gens qui sont très en avance, très modernes. Et donc qu'est-ce que dit Abu Dhabi? Abu Dhabi, elle dit on va consommer du pétrole et du gaz jusqu'en 2040, mais après on va en consommer beaucoup moins. Donc on a encore 10 ou 20 bonnes années devant nous. Donc on a des réserves de pétrole qui sont pour 50 ans, 60 ans. C'est beaucoup trop, donc on a intérêt à produire plus maintenant, parce qu'on produira moins à partir de 2040. Donc, ce qu'a fait Abu Dhabi, c'est qu'il produisait 3 millions de barils jour, et il a dit, moi, en 2030, je serai capable de produire 5 millions de barils. Vous voyez, passer de 3 à 5, c'est considérable. Et aujourd'hui, ils ont déjà 4 millions de barils jour. Ils en produisent 3,5 millions de barils jour. Ils demandent à en produire encore plus. Donc ça, c'est la stratégie la plus intéressante, parce que on peut augmenter les capacités de production dans ces pays, qui en plus ont des coûts de production extrêmement faibles. Dans le désert, à 3 $ le baril, vous produisez du pétrole. Bon. Donc, ce qu'on pense chez Hibou, c'est que le plus probable, c'est que l'ensemble des pays de l'OPEP suivent cette stratégie et que là, il y a une capacité de production d'augmentation de la production supérieure à 10 millions de barils jour. Et donc, cela sera la même chose pour le gaz. Et donc, si vous voulez, on s'attend à ce qu'il y ait une forte augmentation d'hydrocarbures, surtout dans ces pays-là, et un maintien, une légère baisse de la production d'hydrocarbures, donc gaz et pétrole, dans les autres régions du monde. Tout cela à horizon 2040. Alors, si on avait une conclusion de tout ce qu'on vous a dit sur cette problématique du gaz et du pétrole, voilà ce que nous pensons chez Hibou. Nous pensons premièrement qu'il va y avoir une transition énergétique, mais elle sera lente. Elle nécessitera de continuer à investir dans la recherche et dans la production d'hydrocarbures pendant au moins 2 décennies. Première conclusion. Deuxième conclusion, les majors, les grandes compagnies pétrolières, de leur fait comme Total, ou sous leur pression de leurs actionnaires comme Exxon, diversifieront progressivement leurs investissements vers les énergies alternatives. Troisièmement, le relais de la production d'hydrocarbures sera donc fait vraisemblablement par les pays de l'OPEP et particulièrement du Moyen-Orient. Quatrièmement, au global, il ne devrait donc pas y avoir de crise de l'énergie. Les prix devraient rester porteurs et permettre de fournir la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire la demande dans les prochaines décennies. Cinquièmement, les hydrocarbures, sauf bouleversement politique, ne devraient donc pas constituer un obstacle à la croissance dans le monde et simultanément rester un vecteur potentiel d'investissement pour vous comme pour Hibou, en raison de leur durabilité pour au moins 2 décennies. Et sixièmement, au sein de ces hydrocarbures, c'est le gaz qui sera favorisé. Voilà, j'espère que ces 6 petites conclusions vous permettront de vous orienter dans vos investissements sur le pétrole et le gaz et que cette vidéo vous a été utile. Et à très bientôt avec l'équipe Hibou.